On sait que le prochain, ça va être moi pour la ceinture. Je ne veux pas juste de combattre pour la ceinture. La ceinture, je veux la prendre. Et si Khamzat n'était pas tchétchène, je n'étais pas daguestanais, ce serait magnifique. C'est le meilleur dans cette division-là. C'est le meilleur, même le meilleur de tous les temps, j'ai envie de dire. Comment on prépare? On va trouver la solution. Si c'est pas lui, s'il monte, ça sera quelqu'un comme Sean Strickland. Après, Aspinall, il abuse un peu quand même. Non, c'était le combat de sa vie à Cyril. Ah, il passe par Dag. Ouais, c'est Elton. Ouais, c'est bon, je vois. Tu pars? C'est pour ça que tu es content là, tu es en pleine forme. Moi aussi j'ai envie de partir en vacances. 1, 2, 3. Nassourdine, merci de nous recevoir ici au Venom Training Camp. La dernière fois qu'on t'a vu, c'était après ta belle victoire à l'UFC Paris contre Caio Borraio. Adrian should understand the rules. You find that listen to me, keep yourself protected at all times. When I say stop, please. Talked about how he's trying to counter with the right. Here comes Imavov. Yeah, he committed to that one. Borraio's kind of a little frustrated. He's trying to find openings. By Imavov. Oh! Elbow from Borraio, but he takes one for his troubles. And that's the... Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Les blessures ils sont en train de guérir. Petit à petit, j'ai encore un peu le tendon qui prend un peu de temps, mais ça va super. On reprend les entraînements petit à petit. Tendon de la main ou le tendon Tendon en dessous du pied là, ça, au niveau du pied droit. Et donc aujourd'hui, tu es plus dans la reprise. C'est ça, ouais. C'est ça, récupération, reprise, on reprend petit à petit. Là, j'ai fait mon premier entraînement de grappling hier et ça s'est passé assez bien. C'est l'occasion de faire un bilan de ta dernière année, de ces 18 derniers mois. 5 top 10 battus depuis février 2024. Une victoire de prestige contre Israël Adesanya par KO. Un premier main event à Paris face à Caio Borraio. On a l'impression que tu as passé un cap sportivement parlant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est ça. C'est pas trop tard. C'est ce qu'on avait prévu. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Le but, c'est d'être numéro 1. Et voilà, on est en train d'atteindre notre objectif. Dans la cage, ça se passe très bien, on l'a dit, mais aussi en dehors. On t'a vu jouer le jeu du trash talking avec Caio Borraio, clairement. On a vu un nouveau cap passer au niveau de la communication. Ça aussi, c'est le fruit de ton changement d'équipe qui est apparu depuis 2023? Oui, bien sûr. On sait que le trash talking, ça fait partie du game. Comme j'ai dit, j'ai rien contre. Trash talking à notre manière. C'est-à-dire à votre manière? Comme en sortant les vidéos qui ont fait des millions de vues, sans trop y aller dans tout ce qui est insulte, aller à droite, à gauche, tu vois. Enfin, rester nous-mêmes, mais voilà, faire ça proprement, sans insulte, sans manquer de respect, un truc drôle. En gardant tes valeurs. En gardant mes valeurs, ça. Achar esse frango do Caio pra mim. Ai, você conhece o Caio? Caio? Que Caio? Caio é o caralho, mete o pé. Ninguém conhece Caio aqui não, velho. Imavov did a video that was the best promotion video that I ever seen. Where is Caio? And then he was Caio? Caio que eu conheço é esse aqui, ó. Ele tá no OnlyFans. Que isso, Caio? Bon, mettons les pieds dans le plat. Parce que 2026, c'est enfin l'année du title shot pour Nassourdine Imavov. Exactement, c'est ça. Les rêves deviennent réalité. C'était mon objectif dès le début, être numéro 1. Et voilà, le prochain, c'est pour la ceinture. Est-ce que c'est pas frustrant de devoir encore demander ce combat pour la ceinture, sachant que sportivement, on l'a dit, toutes les planètes sont alignées? Non, c'est la voie qu'on a choisie. C'est la voie qu'on a choisie. Il y a 3 possibilités, 3 voies. La première, c'est pour y aller vite, être un lécheur. La deuxième, c'est avoir de la hype, de faire un peu n'importe quoi à droite à gauche. Et la troisième, c'est rester soi-même, rester droit dans ses bottes et de faire 2 fois plus que les autres pour avoir la même chose. Et nous, on a choisi cette voie-là. Et voilà, pour donner l'exemple, il y en a, ils ont seulement 2-3 combats contre des top 10, ils ont le titre. Moi, j'en ai fait 5 combats contre top 10 en moins de 2 ans. Et voilà. Ça, c'est une force pour toi? Avoir du temps de cage pour pouvoir accumuler de l'expérience et avoir ta chance pour le titre une fois près? Bien sûr. Après, j'ai la chance d'être jeune pour cette catégorie-là. J'ai que 29 ans et je suis déjà à la porte pour le titre. Donc, bien sûr, je m'améliore, je prends de l'expérience de plus en plus. On va parler du champion, Khamzat Chimaev.
Khamzat Chimaev, c'est le nouveau champion de l'UFC. La hype était réelle. Khamzat qui joue un double jeu. J'ai envie de dire, on ne sait pas trop où on va. Dans un premier temps, il fait un tweet en te disant « Rendez-vous au mois d'avril, après le Ramadan ». Là, on s'est dit « Ok, Nassourdine est légitime ». Et finalement, chez nos confrères d'ESPN, il nous dit « J'ai pas trop envie de combattre contre Nassourdine ». Il met en avant son côté tchétchène. Et toi, tu es aussi d'origine dagestanaise, de région du Caucase. D'abord, pour donner un peu de contexte, d'où vient ce refus de combattre entre combattants de cette région-là? Après, c'est sûr qu'ici, c'est dur à comprendre. Mais dans les montagnes du Caucase, ça va faire du bruit pour te dire. Il y a des tantes à moi qui appellent ma mère pour lui demander par rapport au combat, qui connaissent rien du MMA, tu vois. Est-ce que c'est mauvais que vos tantes, vos aïeux parlent d'un combat entre vous? Mais en fait, ils parlent du combat, ils disent surtout ouais, c'est pas un combat à faire, il faut pas entre frères, etc. Tu vois, c'est ces discussions comme ça. Donc c'est pour ça, c'est compliqué pour nous, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas le choix. Et c'est bien que le combat arrive maintenant pour la ceinture, ça peut arriver avant, tu vois. Après, Khamzat, on se connaît bien, c'est un bon gars, on a des amis en commun. Et on a pas mal échangé ensemble, même il était venu s'entraîner, il m'a pas mal aidé pour le combat contre Allen, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie. Le fait qu'ils disent qu'ils ne souhaitent pas vraiment t'affronter, est-ce que pour toi c'est une manière pour lui de mettre en place un scénario où tu ne serais pas le combattant qu'il affrontera pour son prochain combat? Non. Il sait, on sait que le prochain ça va être moi pour la ceinture. Je pense que j'ai assez fait. Et puis on a déjà discuté avec l'UFC. On sortait du bureau de Hunter et Mick et ils nous ont dit qu'ils voulaient faire ce combat-là pour février, que ça ne s'est pas fait et qu'ils nous ont demandé si on voulait rester actifs en attendant. On leur a dit tout simplement que c'est un combat qu'il faut prendre au sérieux. Les choses sérieuses se prennent au sérieux, donc on va attendre le title shot, on va bien le préparer. Que moi, je ne veux pas juste de combattre pour la ceinture. La ceinture, je veux la prendre. Et pour moi, ce n'est pas une fierté de combattre pour la ceinture et ne pas l'avoir. Bien sûr, l'aboutissement, ce n'est pas le combat pour la ceinture, c'est d'avoir la ceinture. Exactement, si je combats pour la ceinture, c'est pour la prendre. Et voilà, si j'ai plus de temps pour la préparer, tant mieux. Comme j'ai dit, je suis jeune et je serai encore mieux. Puis mine de rien, tu nous parlais de tes petits bobos en début d'interview. Ça t'arrange un peu que le combat prenne du temps à se faire parce que tu as aussi tes soucis physiques à régler. Ouais, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Après, ça serait en février, on serait adapté. On a déjà combattu avec des blessures, mais là, le scénario, il est parfait. Khamzat Chimaev, il entretient une sorte de rivalité avec Alex Pereira. On parle d'un discours où Khamzat irait chez les moins de 93 kilos. Tu vois un monde où le combat pour la ceinture te passe un peu sous le nez, où Khamzat va chercher la ceinture dessus? C'est possible, c'est un scénario que je me suis déjà fait dans ma tête, mais c'est pas plus mal que ça. Ça changerait. Moi, tout ce que je veux dès le début, j'ai dit, c'est pas d'affronter Khamzat, c'est prendre la ceinture de l'UFC. Et si c'est pas Khamzat alors? C'est pas Khamzat. Et là, en février, je crois qu'il y a Strickland contre Hernandez, il me semble. Et le vainqueur, en espérant que ça soit Strickland. Donc ça peut être ce combat-là pour la ceinture. Tu as gardé beaucoup d'amertume envers Sean Strickland. Donc ce que tu dis, c'est que si Khamzat délaisse sa ceinture pour aller chercher le champion des moins 93 kg, toi tu souhaites être le prochain prétendant pour une ceinture vaincante contre Sean Strickland si jamais il remporte son combat. C'est ça, exactement, tu as tout dit, Amine. Khamzat dit aussi, mais si l'UFC le veut, je dirais jamais non. Quelle est ta position là-dessus si l'UFC te force à combattre contre Khamzat Chimaev? Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça reste le sport, on va se taper dessus, puis après, à la fin, il y aura du respect, tu vois, on va se serrer la main. C'est pour la ceinture, c'est mon rêve. Et lui, pareil, de son côté. On n'a pas trop le choix. On a parlé de vos entraînements que vous avez passés ici au Venom pendant une de tes préparations. Vous avez pas mal lutté. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, à ce moment-là, ouais, c'est bon, ça y est, je peux le prendre quand même? À ce moment-là, je préparais un combat contre Allen. Allen, qui était un spécialiste du sol. C'est ça, qui était un spécialiste du sol. Justement, il était bon dans les étranglements au dos, tout ça. Nous, à ce moment-là, on s'est juste entraîné. Il était venu, il m'a donné un coup de main. C'était beaucoup de travail à thème. On lutte contre la cage, il passe
derrière le dos, justement pour me faire travailler pour le combat contre Allen. Et très très bon lutteur. Et ouais, c'est un secret pour personne. C'est le meilleur dans cette division-là. C'est le meilleur, même le meilleur de tous les temps, j'ai envie de dire. Franchement, pour son niveau, je pense que ouais, il n'y a jamais eu, dans cette division-là, il n'y a jamais eu un niveau pareil. Et dans un monde où tu affrontes Khamzat Chimaev, nous récemment on a vu Dricus du Plessis travailler énormément le sol et les défenses de takedown justement pour réussir à contrer ça et revenir debout. Finalement il a passé 5 rounds sur ses fesses. Toi de ton côté, comment on prépare quelqu'un dont tu dis de tes mots qu'il est peut-être le meilleur lutteur grappleur? Comment on prépare? On va travailler surtout notre point fort. Les gens ils pensent que si en face c'est un lutteur, faut se focaliser que sur la lutte, ça serait une erreur. Moi je ne suis pas un lutteur de base, tu vois, je suis un striker. Je vais travailler mon point fort, c'est ce qui va faire la différence. C'est avec ça que je gagne mes combats. Et sans oublier bien sûr ma lutte. On va énormément travailler la défense de lutte, mais voilà, en restant concentré sur mon point fort. Quel scénario toi tu préfères? Est-ce que tu préfères être celui qui va tenter de lui prendre la ceinture alors qu'il paraît invincible ou presque? En tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée sur son dernier combat. Ou est-ce que tu préfères patienter pour combattre si jamais il laisse la ceinture vacante? On a parlé justement de ce combat éventuel entre Pereira et Khamzat Chimaev. Si tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et lui, c'est le meilleur. Il a la ceinture, c'est le champion. Bien sûr que ça me motive d'affronter un gars comme ça. Ça serait incroyable. Si Khamzat n'était pas tchétchène, je n'étais pas dagestanais, ce serait magnifique. Ça me motive énormément, je ne cherche pas la facilité, tu vois. Maintenant, s'il n'y a pas le choix et que Khamzat monte de KT et que je dois affronter Strickland pour la ceinture, ben avec Khamzat, on va organiser, je sais pas, un sparring. On va se la donner et voir qui c'est le meilleur. Ça, c'est pas un problème, tu vois. J'ai l'impression qu'on rentre un peu dans une nouvelle ère à l'UFC, basée assez peu sur le mérite et plus sur ce qu'on dégage en tant que combattant. On voit Volkanovski qui va affronter Diego Lopez, alors que Volkanovski dit qu'il y avait sûrement d'autres combattants qui méritaient un peu plus. On a Pimblet qui va affronter Justin Gaethje pour une ceinture intérimaire chez les moins 70 kg, alors que toute la catégorie s'accorde à dire que le plus méritant, c'est sûrement Arman Tsarukyan. Toi qui as basé toute ta carrière sur le mérite, sur le combat, sur la cage, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'on passe sur une ère où l'à côté prévaut sur les accomplissements dans la cage? C'est comme ça, c'est le game, c'est l'UFC. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, soit tu choisis la manière la plus rapide de faire lécheur, et j'en ai vu des cas. J'en ai vu des cas, ça va super vite. Tu fais quelques combats top 10 et tu grimpes vite. Soit tu as la hype de fou malade, comme certains, ils ont une hype de fou. Et soit tu restes droit et dans tes bottes et tu fais 2 fois plus que les autres. Et voilà, tu acceptes ton sort, quoi. Et puis, je sais que je dois faire 2 fois plus, parce que j'ai choisi cette voie-là, et il n'y a pas de souci, on va faire même plus s'il faut. Et tu penses que le mérite existe encore à l'UFC? Aujourd'hui, ce qui fait que l'UFC, c'est la meilleure organisation, c'est parce que les meilleurs s'affrontent entre eux. Et quand tu montres que tu es fort, tu es là, ils sont obligés de te placer pour la ceinture, ils n'ont pas le choix. Parlons un peu du MMA français dans sa globalité. Tu as été à Abu Dhabi pour le combat de Cyril Gane contre Thomas Spinal. J'aimerais juste savoir ce que tu pensais de ce combat avant le fameux époque de Cyril Gane. Est-ce que pour toi, Cyril dominait à ce moment-là? Ah oui, largement. Tu le voyais on regardait le combat, je disais, je le voyais gagner. Vous savez, moi, dans ma tête, même si c'était le premier round, même si c'était le début du combat, tu le vois par rapport à, je sais pas, le geste qu'il fait. À un moment, à Spinal, il sourit, le check élégant, alors qu'il rentrait en mode énervé, tu vois. Et ça, c'est après que Cyril l'a mis je crois qu'il a cassé le nez, non? Ouais, il lui a rendu gentil, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, tu le vois en tant que combattant, moi je vois ces petits trucs-là que mentalement, à Spinal, il a redescendu, mais fort, tu vois. Et Cyril était très très bien dans le combat, il était prêt, ça se voyait. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est du MMA. C'était le combat de sa vie à Cyril. Tu vois, ils sont entraînés dur, il était loin de sa famille, il voulait absolument gagner ce combat-là. Et un petit geste comme ça a fait que
que le combat s'est arrêté. Et de toute façon, ils vont faire une revanche. Il y a une polémique autour de l'Eye-Poke. Certains ont dit de Cyril qu'il était un dirty fighter. Thomas Spinal disait même qu'il avait même peut-être fait exprès de leur avoir mis les doigts dans les yeux. Et globalement, on disait des combattants de la MMA Factory que c'était une sale habitude, un réflexe presque. Est-ce que tu penses que les gens seront un peu plus intransigeants avec toi et les placements de tes doigts? De toute façon, les gens ils vont toujours dire, tu vois, ça tu ne changeras pas. Ça, tu pourras pas les contredire, mais en fait, c'est les styles qui font que c'est évident. On a un style un peu karatéka, tu sais, là, pour la distance, on tend le bras. Et la plupart du temps, les combattants qui ont ce style-là, comme Yann Garry aussi, récemment, c'est ça, ils tendent la main et puis ça rentre. A lot of people execute you like this. There's a good 1-2 for Bahalio, but Eye-Poke. Stay away from your corner. Stay away from your corner. Want them to get going again, but you're okay. Ouais, même moi, je vais faire très attention, tu vois. Ouais. Mais Thomas Minas, ce qu'il dit, c'est que c'était peut-être même une stratégie. Toi, ce que tu veux dire, c'est une mauvaise habitude. C'est ça, c'est une mauvaise habitude. Après, Aspinall, il abuse un peu quand même. Non, je pense qu'il en fait un peu trop. C'est avec les vidéos qui sortent à chaque fois. Et là, ça devient relou, quoi. On a un deuxième combattant français qui est sous les feux des projecteurs, c'est Benoît Saint-Denis, qui s'entraîne parfois ici au Venom Training Camp. Il va enchaîner son 4e combat en 8 mois, le 3e en 5 mois, c'est un rythme incroyable. Toi, en 2024, tu as eu à peu près ce même rythme, avec 3 combats en 8 mois. On a eu l'impression qu'après l'UFC Paris contre Allen, tu as eu besoin de souffler. Tu peux nous dire à quel point c'est dur justement d'enchaîner autant de combats, autant pour le corps que mentalement? À quel point c'est dur, faut être tout le temps prêt. D'un côté, c'est bien, tu restes actif, mais d'un autre, au bout d'un moment, tu sais, quand tu dépasses les 2, 3, 4 combats, tu commences à le ressentir, mais mentalement, la motivation commence à diminuer, tu te sens fatigué. Et est-ce que justement ça t'empêche de performer pour le prochain combat ou pas vraiment? Tu parlais de fatigue. Ça dépend, tu parles pour moi ou pour Benoît? Pour toi avant tout, et puis après pour Benoît, forcément tu n'es pas dans son corps, donc c'est plus compliqué. Pour moi, je pense que comme je ne cut pas beaucoup, c'est plus facile que, tu vois, Benoît, là encore ça va. Là encore ça va, il fait son 4e, ça. Son 4e en 8 mois. 4e, quand même, ça commence à faire beaucoup, mais ça, il faudra faire attention. Mais après, je crois qu'ils se maintiennent en forme au niveau du poids. Mais après ce combat-là, je pense qu'il faudra un peu respirer. Il faudra prendre une petite pause, parce que quand même, il cut pas mal de poids. Tu t'attendais à un retour aussi fracassant pour Benoît? Oui, bien sûr, parce qu'on s'entraîne ensemble ici. On a le même coach, Nicolas Haute. Et je vois mentalement, il est prêt, il était prêt, déterminé, toujours motivé, toujours à l'heure. Il est vraiment. Tu vois, le mental, c'est très important dans ce sport. Et tu sais que c'est l'athlète, le combattant est prêt mentalement, le reste va suivre, tu vois. Et là, contre Dan Hooker, nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un combat qui est fait pour voir une guerre. Est-ce que tu as vu une évolution à l'entraînement de Benoît Saint-Denis qui arrive à se canaliser grâce notamment à votre coach commun qui est Nicolas Haute? Bien sûr, on l'a vu aussi au combat. Bon, pas le dernier, ça s'est fini rapidement, mais on l'a vu à Paris, contre Rufi. On l'a vu, il était très méthodique. J'ai vu le game plan de A à Z. Et ça a marché, et là ça sera pareil. Dan Hooker, c'est aussi un technicien qu'il ne faudra pas trop y aller à la bagarre, mais largement prenable. Je l'ai vu en direct, son combat contre Tsarukyan. Ouais. Et je sais que Benoît il peut faire même mieux que Tsarukyan. On a aussi Fares Ziam qui vient d'entrer dans le classement UFC, il est passé top 15 chez les moins de 70 kg. Ouais, super magnifique. Et c'est fini, c'est out, c'est terminé, monsieur Sadikov. Nos confrères de Jab Live disaient qu'on est dans un âge d'or du MMA français, une densité incroyable. Est-ce que tu es aussi d'accord avec ça? Clairement, on est à notre prime. On est à notre prime, on est combien de combattants déjà dans le top 10, dans le top 15? Il y a 6 combattants classés. 6 combattants classés. Ouais. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais je ne pense pas qu'il y a autant de combattants classés, tu vois.
Donc, et en plus, le MMA, c'est encore jeune. Et je pense que c'est qu'à profiter à fond, parce que c'est vraiment le top du top. UFC Paris 2026, c'est encore une priorité pour toi? UFC Paris 2026, ça serait super si c'est un UFC numéroté. Maintenant, le prochain, moi, c'est pour la ceinture. Donc, si c'est la ceinture à Paris, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est magnifique. Et en ce moment, on voit beaucoup de combattants limite prier pour être sur la carte de la Maison Blanche. Toi, c'est une carte qui t'intéresse? Ouais, c'est une carte qui m'intéresse. Je ne prie pas pour être dans cette carte, mais ça serait cool si je suis dessus. Ce serait pas mal. Qu'est-ce qui fascine du côté de la Maison Blanche pour les combattants? C'est une carte historique. Ça, le monde entier va parler de cette carte-là. Et ça va faire... Il y aura de la hype, ça va faire le buzz. Et les combattants, certains combattants, ils kiffent ça, tu vois. Ils aiment le buzz, ils aiment la hype, ils veulent être des stars. Moi, c'est pas... Moi, comme j'ai dit, c'est pas ça que je cherche. Je veux pas être une star, je veux juste avoir la ceinture, atteindre mon objectif, et puis voilà. Que ce soit dans la Maison Blanche ou ailleurs, ça change pas grand-chose pour moi, tant que c'est pour la ceinture. Merci beaucoup, Nassourdine. Merci à toi.